Je me souviens du jour où ma mère m'a envoyé un texto, nous avons changé toutes les serrures. Tu n'as plus de maison. Voyons voir à quel point tu es courageuse maintenant. Ah. Aucun appel, aucun avertissement. Juste ce message unique qui illuminait l'obscurité. Je suis resté là une seconde, à le fixer. Puis j'ai ri, d'un rire calme, presque serein. Parce que ce n'était la fin de rien. C'était le début. 2 jours plus tard, leur avocat m'a contacté avec 6 mots qui m'ont fait comprendre que tout avait basculé, nous avons un problème. Appelez immédiatement. Avant que je vous raconte ce qui s'est passé, cliquez sur j'aime et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà été pris au dépourvu par votre propre famille? Vos histoires me rappellent que je ne suis pas la seule. Les gens disaient que nous étions la famille parfaite de la rue de l'Érable. Volet blanc, étayé, dîner du dimanche qui sentait le poulet rôti et la fausse paix. Si vous étiez passé en voiture, vous auriez probablement pensé que la chaleur habitait derrière ces fenêtres. Mais la perfection n'est silencieuse que parce qu'elle est répétée. J'ai été élevé pour jouer mon rôle, la fille fiable, celle qui répare tout, celle qui ne répondait pas papa. Richard Lambert était le genre d'homme qui croyait que l'amour signifiait l'obéissance. Si quelque chose se cassait, il criait mon nom avant même d'attraper un outil. Chloé, tiens l'échelle. Chloé, prends la clé à molette. J'ai appris à tenir en équilibre sur les toits avant d'apprendre à me reposer. Mes mains étaient couvertes de petites coupures dues au bois et au fil de fer, mais il riait et disait, tu es plus dur que n'importe quel fils que j'aurais pu avoir. Maman souriait, de ce sourire parfait, celui qui cachait chaque côté tranchant sous la politesse, et ajoutait, la famille ne compte pas les dettes. Il le disait si souvent que c'en est devenu une prière, la famille ne compte pas les dettes. Traduction, tout ce que tu nous donnes nous est dû. Tout ce que nous prenons est de l'amour. Puis il y avait Émilie, ma petite sœur. 2 ans de moins, plus douce, plus jolie. Elle n'a jamais eu à soulever plus qu'un pinceau à maquillage. Papa l'appelait, la délicate, et maman, notre fierté. J'étais fier aussi, autrefois. Je croyais que maintenir la paix était mon travail, que réparer leurs erreurs était une preuve de dévotion. Quand l'argent se faisait rare, maman soupirait de façon dramatique devant la facture d'électricité, et d'une manière ou d'une autre, mon portefeuille s'ouvrait. À 17 ans, j'aidais à payer les mensualités du prêt immobilier. À 21 ans, je couvrais les réparations. Cela ne me semblait pas mal à l'époque. Cela ressemblait à de l'amour. Il me disait que j'étais si doué avec les chiffres, si fiable, et je confondais la manipulation avec de la gratitude. Chaque fois que je rebouchais un mur ou que je faisais un virement, je me disais que je maintenais la famille unie. Mais être le ciment à un prix, on ne peut jamais cesser de tenir. Je me souviens d'un Thanksgiving, debout près de la fenêtre, regardant maman tendre une petite boîte à bijoux à Émilie. À l'intérieur se trouvait un bracelet en or gravé de ses initiales. C'est pour notre petite artiste, dit maman. Émilie la serra dans ses bras. J'ai souri, prétendant ne pas sentir le froid me parcourir les bras. Ce bracelet coûtait probablement l'équivalent de 3 mois de mon loyer à l'époque. Mais la famille ne compte pas les dettes, n'est-ce pas? Des années plus tard, cette phrase résonne encore dans ma tête. Douce, empoisonnée. Je peux encore sentir le vernis de la rampe que j'ai peinte à 16 ans, entendre le grincement de la serrure que j'ai réparée pour papa, voir la lumière du Porsche que j'ai remplacé vaciller dans ma mémoire. La même lumière de Porsche qui, un jour, éclairait une porte que je n'avais pas le droit d'ouvrir. Tout a commencé par des murmures, assez bas pour paraître inoffensifs. Un soir, je suis rentré tard du travail, les chaussures humides de la pluie de Lille, et j'ai entendu mon nom à travers la porte de la cuisine. J'aurais dû continuer mon chemin, mais quelque chose dans la voix de maman m'a figé sur place. Elle ne se rend pas compte que toute son aide était volontaire, dit-elle, d'une voix basse mais claire. Quand nous vendrons la maison, il n'y aura que nos noms sur les papiers. Ma poitrine s'est serrée. Vendre la maison. Notre maison. Ce même endroit que j'avais peint, réparé, financé, morceau par morceau, pendant des années. Le rire de papa suivit, grave et suffisant. Typique de Chloé. Tout cœur, aucun sens des affaires. Puis la voix d'Émilie, hésitante, mais ne s'attendra-t-elle pas à quelque chose? Maman ricana. S'attendre à quoi? Elle a fait des cadeaux. Les cadeaux n'achètent pas la propriété. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. La pièce tourna en silence, l'air épais de l'odeur des restes du dîner et de la trahison.
Je me suis agrippé au mur jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Des cadeaux, me suis-je murmuré, le mot devenant aigre dans ma bouche. Ils se partageaient mes efforts comme un butin, et j'étais l'idiote qui finançait leur confort. J'ai marché jusqu'à ma chambre sans un bruit, chaque pas lourd, répétant le script qu'ils avaient écrit pour moi toute ma vie, sois reconnaissante. Sois silencieuse. Sois utile. Mais quelque chose en moi s'est brisé cette nuit-là. Je n'ai pas pleuré. Je ne les ai pas confrontés. Je me suis assise au bord de mon lit, la lueur de mon ordinateur portable se reflétant dans mes yeux, et j'ai commencé à me souvenir de chaque virement, de chaque facture, de chaque fois qu'ils avaient dit, juste cette fois-ci. Les heures passèrent. La maison devint silencieuse. J'entendais la pluie contre la fenêtre et le faible bourdonnement du réfrigérateur régulier, imperturbable, contrairement au battement de mon cœur. Puis, juste au moment où j'allais fermer mon ordinateur, mon téléphone a vibré. 23h27 Maman, nous avons changé toutes les serrures. Tu n'as plus de maison. Voyons voir à quel point tu es courageuse maintenant. Ah. Les mots me brûlèrent un par un. Je les ai relus, plus lentement. Serrure. Maison. Courageuse. Et ce rire. Ah. Moqueur, tranchant, final. Aucun appel, aucune explication. Juste ce message froid qui brillait dans le noir. Je ne sais pas combien de temps je l'ai fixé. Peut-être 1 minute, peut-être 10. Puis quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai ri, moi aussi. Doucement d'abord, puis plus fort, jusqu'à ce que mon rire résonne contre les murs vides. Parce qu'à ce moment-là, j'ai vu la vérité clairement pour la première fois. Il ne m'avait pas exclu. Il m'avait libéré. J'ai éteint le téléphone, rouvert mon ordinateur portable et commencé à taper. Pas un message, pas une supplique, mais une liste, date, paiement, réparation, chaque centime, chaque reçu, chaque promesse. Quand j'étais petite, papa disait, si tu veux que quelque chose soit bien fait, fais-le toi-même. Très bien, c'est ce que j'allais faire. À l'aube, j'avais un dossier nommé « Preuve ». Et alors que le soleil se glissait à travers les stores, réchauffant l'air froid de ma chambre, je me suis fait une promesse silencieuse, cette fois, je ne réparais rien pour eux. Je démantelais tout ce qu'ils avaient construit sur mon dos. Le matin après ce message, quelque chose s'est réinitialisé en moi. Pas de colère, pas de larmes, juste un calme net et étrange. J'ai préparé du café, je me suis connecté au travail comme si de rien n'était, et j'ai commencé à agir en silence. Si ma famille voulait voir à quel point j'étais courageuse, ils allaient le découvrir sur papier. Le jour, j'étais toujours l'analyste de données fiables dans une entreprise du centre-ville. Mes collègues n'avaient aucune idée que chaque minute de libre était consacrée à retracer un autre type de données, ma propre histoire. J'ai retrouvé de vieux courriels, des virements bancaires, des relevés de services publics, des paiements pour des matériaux de toiture, des devis d'entrepreneurs que j'avais couverts, temporairement, des tickets de caisse des mois où ils prétendaient être fauchés. Chaque chiffre avait une histoire, et chaque histoire pointait dans la même direction, ils avaient pris, et j'avais payé. J'ai commencé à construire ce que j'appelais le « registre de la vérité ». Une colonne pour ce que j'avais donné, une pour ce qu'ils avaient promis. Les totaux ne faisaient pas que s'additionner, ils hurlaient. 44 000 € pour le prêt immobilier, 21 500 pour les rénovations, 14 000 pour les « urgences », 79 500 € de ma vie. Papa se vantait toujours que j'étais la seule de la famille à comprendre l'argent. Il n'a juste jamais réalisé à quel point cela me rendrait dangereuse une fois que j'arrêterais de l'utiliser pour eux. Quand mon écran s'est rempli de lignes de preuves, j'ai tout imprimé, étiqueté chaque pile et les ai rangées dans une boîte d'archives sous mon bureau. Je ne comptais pas courir au tribunal tout de suite. La vengeance, ai-je décidé, devrait vieillir comme le vin, pas exploser comme le feu. J'ai rencontré 3 avocats différents au cours des semaines suivantes. Les 2 premiers m'ont parlé comme si j'étais une autre fille blessée en quête de sympathie. La 3e, non. Elle s'est penchée en avant, le regard perçant. Vous avez un dossier, dit-elle, un dossier solide. Il ne s'agit pas de l'acte de propriété. Il s'agit d'équité. Si vous pouvez prouver la contribution et l'intention, vous avez un droit d'agir. L'intention. Ce mot a fait tilt. J'ai repensé au texto. Voyons voir à quel point tu es courageuse maintenant. Ah. Ce n'était pas seulement de la cruauté. C'était une preuve.
Une intention malveillante par écrit. À partir de ce moment, chacun de mes pas fut délibéré. J'ai documenté de nouveaux virements. J'ai archivé chaque message vocal que maman laissait en prétendant prendre de mes nouvelles. J'ai sauvegardé chaque fichier 2 fois, une fois sur mon ordinateur, une fois dans le cloud. La nuit, je m'asseyais à mon bureau, regardant le curseur clignoter à côté du mot « preuve ». Mon appartement était silencieux, à l'exception du bourdonnement du chauffage et du bip occasionnel d'une autre alerte bancaire confirmant ce que je savais déjà. J'avais l'avantage. Au printemps, mon dossier était en béton. Mon avocate était prête. Les documents étaient rédigés. Nous n'avions besoin que d'un dernier déclencheur, quelque chose qui montrerait une intention au-delà de tout doute. Il est arrivé comme prévu. 2 jours après l'anniversaire de ce texto sur le changement de serrure, j'ai reçu un courriel. L'objet était « Avis de vente de propriété urgent ». Il vendait la maison sans me le dire. J'ai souri. Finalement, il m'avait donné exactement ce dont j'avais besoin. Le jour de la médiation ne ressemblait en rien aux tempêtes que j'avais imaginées. Pas de tonnerre, pas de chaos, juste une matinée fraîche à Lille qui sentait légèrement la pluie et le papier. Je suis entré dans le cabinet d'avocat du centre-ville avec un dossier sous le bras et un café à la main. Mon cœur ne battait pas la chamade. Mes paumes n'étaient pas moites. J'avais déjà vécu le pire, être mise à la porte de ma propre maison par les gens qui juraient m'aimer. La réceptionniste m'a guidé vers une salle de conférence stérile. Mur blanc, une longue table, 2 pichets d'eau, intacts. Le bourdonnement des néons remplissait le silence. Je me suis assise, j'ai posé le dossier devant moi et j'ai attendu. Quelques minutes plus tard, la porte s'est ouverte. Mes parents sont entrés les premiers. Maman portait son habituel manteau beige doux, celui qu'elle mettait à l'église pour avoir l'air humble, et papa sa chemise repassée, la mâchoire serrée, les yeux brûlants. Émilie les suivait, tortillant la lanière de son sac à main, le visage pâle. Chloé, dit doucement maman, sur le même ton qu'elle utilisait chaque fois qu'elle avait besoin de quelque chose. Tu as l'air fatiguée, ma chérie. Bonjour, ai-je répondu, ma voix calme, presque détachée. Ses lèvres se sont courbées en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Tu n'avais pas besoin de rendre ça si officiel. On aurait pu parler. J'ai penché la tête. Vous avez changé les serrures. La discussion ne semblait pas être la méthode préférée de notre famille. Son sourire s'est effacé, mais avant qu'elle ne puisse répondre, le médiateur, un homme d'âge mûr aux yeux bienveillants, est entré, suivi des 2 avocats. La mienne m'a fait un signe de tête rassurant alors que nous prenions place. Les premières minutes furent procédurales polies, le genre de civilité qui vous donne la chair de poule quand vous savez ce qui se cache vraiment en dessous. Puis mon avocate a ouvert le dossier et a commencé à étaler les documents, page après page de reçus, de virements et de factures. Ce dossier, dit-elle en le faisant glisser vers le centre de la table, contient la preuve des contributions financières directes de mademoiselle Lambert à la propriété située au 2146 rue de l'Érable sur une période de 14 ans. Papa se pencha en avant en ricanant. C'est ridicule. C'était des cadeaux. Elle aidait sa famille. Mon avocate n'a pas sourcillé. Les paiements étaient à plusieurs reprises étiquetés comme aide temporaire avec l'attente d'un remboursement. Vous trouverez également des messages textes où vous et Madame Lou qualifiez ces paiements de prêts. Nous avons également des preuves de dissimulation d'actifs. Des relevés bancaires montrant que vous mainteniez des économies substantielles tout en demandant de l'argent à mademoiselle Lambert sous prétexte de difficultés financières. Maman s'agita, mal à l'aise, ses mains parfaitement manucurées tremblaient alors qu'elle attrapait les papiers. Tout ceci est déformé. Nous n'avons jamais. Je l'ai interrompu pour la première fois. Vous m'avez dit que je n'avais plus de maison. Vous vous en souvenez? Le silence s'est fait dans la pièce. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Elle m'a regardé, suppliante. C'était un malentendu, Chloé. Nous étions en colère. C'est par écrit, ajouta mon avocate, faisant glisser une autre page sur la table. Daté et horodaté. 23h27. Le message dit, nous avons changé toutes les serrures. Tu n'as plus de maison. Voyons voir à quel point tu es courageuse maintenant. Ah. Le médiateur ajusta ses lunettes en fronçant les sourcils. Ce message suggère certainement une intention. Le visage de papa devint cramoisi. Elle déforme tout. Ce texto était une blague. J'ai soutenu son regard sans ciller. Tout comme votre idée de la famille.
Le médiateur tenta de reprendre le contrôle, mais la tension avait déjà cédé. Mon avocate continua méthodiquement, soulignant chaque incohérence, chaque fausse déclaration. Les preuves s'accumulaient, de plus en plus épaisses, les paiements d'hypothèque que j'avais couverts, les coûts de rénovation, les factures de services publics, même les reçus des nouvelles serrures. Puis vint le moment que j'attendais. L'avocat de la partie adverse, un homme plus âgé aux yeux lasses, s'éclaircit la gorge et se pencha vers mes parents. « Monsieur et Madame Lambert » murmura-t-il avec urgence, bien que la pièce fût assez silencieuse pour que tout le monde entende. « Nous avons un problème. Vous devez m'appeler immédiatement après cette séance. » L'ironie m'a frappé comme la lumière du soleil après un orage. J'ai souri, à peine. La voilà, la phrase de la vignette de ma vie qui se jouait enfin en temps réel. Le sang-froid de maman s'est fissuré. « Chloé, s'il te plaît, dit-elle, la voix tremblante. Nous sommes une famille. Ne fais pas ça. » Je l'ai regardé un long moment, puis j'ai parlé doucement. « Tu as raison. Nous sommes une famille. C'est pourquoi je vous ai donné des chances. Des années de chance. Mais la famille n'est pas un laissez-passer pour prendre et prendre jusqu'à ce que quelqu'un se brise. » Les yeux d'Émilie se sont remplis de larmes. « Je ne savais pas, » a-t-elle murmuré. « Si, tu savais, » ai-je dit. « Tu ne voulais simplement pas y croire. » Papa a frappé la table de la paume de sa main. « Après tout ce que nous t'avons donné. » Je l'ai interrompu, la voix ferme. « Après tout ce que je vous ai donné. Vous ne m'avez pas élevé. Vous m'avez drainé. » Pendant un battement de cœur, personne n'a parlé. Le son du climatiseur a rempli l'espace entre nous, bourdonnant comme un bruit blanc sur les décombres de notre relation. Mon avocate a finalement rompu le silence. Compte tenu des preuves présentées, nous demandons une participation de 50% dans la propriété ou une compensation équivalente basée sur la valeur marchande actuelle. Le médiateur a hoché lentement la tête. C'est une demande raisonnable compte tenu de la documentation. Papa avait l'air sur le point d'exploser. Maman a attrapé son bras, mais il s'est dégagé. Émilie était assise, rigide, fixant la table. À la fin de la séance, mes parents sont sortis les premiers en se précipitant, chuchotant entre eux, paniqués. Leur avocat a suivi, le téléphone déjà en main, la voix sèche. « Oui, je suis au courant. Je leur ai dit que nous avons un problème. » Je suis resté assise un instant de plus, fixant le dossier devant moi, l'arme silencieuse que j'avais construite à partir de la trahison. En me levant, mon avocate a souri faiblement. « Vous avez bien géré ça, » a-t-elle dit. « Les chiffres ne mentent pas, » ai-je répondu. « Les gens, si. » Dehors, la ville était baignée d'une lumière dorée. La rue sentait le pavé mouillé et la victoire. Je suis passé devant la vitrine d'un café, j'ai vu mon reflet et j'ai failli ne pas reconnaître la femme qui me regardait, stable, intouchable, libre. Je n'étais plus la fille qui obéissait. J'étais la femme qui avait appris à se battre sans élever la voix. Et pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas petite. Je me sentais précise, puissante. Il pensait que changer les serrures mettrait fin à mon histoire. Cela n'a fait qu'ouvrir la porte de la leur. La décision du tribunal est arrivée 6 semaines plus tard, imprimée proprement en noir et blanc, 50% de la propriété m'était attribuée. Ce n'était pas de la chance. C'était la preuve. Chaque ligne, chaque chiffre, chaque calcul nocturne avait enfin un sens. La maison s'est vendue plus cher que prévu. Après les frais de justice et les impôts, mes parents sont repartis avec la moitié de ce sur quoi ils pensaient prendre leur retraite. Ils avaient construit leur avenir sur mon obéissance et l'avaient vu s'effondrer sous mes preuves. Je n'ai pas réemménagé. Cette maison n'était que des fantômes ayant la forme d'une famille. À la place, j'ai acheté une petite maison de ville de l'autre côté de la ville. La première chose que j'ai faite a été de changer les serrures moi-même. Nouvelle clé, nouvelles règles, nouvelle paix. Parfois, mon téléphone s'allume avec leur nom. Les courriels de papa pleins de culpabilité. Les messages vocaux de maman dégoulinant de regrets. Mais je ne réponds jamais. Certaines portes, une fois fermées, le reste. Les matins calmes, je m'assois près de ma fenêtre avec un café et le soleil qui réchauffe mon visage, écoutant le bourdonnement de mon propre espace. Pas de bruit de pas, pas d'ordre, pas de demande. Juste le calme. Juste le mien. Ils ont changé les serrures pour me garder à l'extérieur.
J'ai changé les miennes pour les empêcher de jamais plus y entrer. Ils pensaient m'apprendre une leçon de loyauté. Ce qu'ils m'ont vraiment appris, c'est à vivre sans eux. La liberté n'est pas venue avec le pardon. Elle est venue avec des limites et un tout nouveau jeu de clés. Parfois, la justice ne rugit pas. Parfois, elle signe simplement des papiers et s'en va tranquillement. Et c'est suffisant. Si vous avez déjà dû reconstruire sur les décombres que votre propre famille a laissés derrière elle, vous n'êtes pas seul. Votre paix mérite d'être protégée, même si vous devez vous battre pour elle. Cliquez sur j'aime, partagez votre histoire dans les commentaires et abonnez-vous pour plus d'histoires vraies de vengeance silencieuse et de liberté durement acquise.